Jim Carrey est l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Que vous l'ayez découvert dans The Mask, The Truman Show, Bruce Tout-Puissant ou Le Nombre 23, vous n'avez pas pu passer à côté de son talent. Pourtant, derrière l'apparence d'un homme au visage expressif à qui tout réussit, se cache une vie très particulière, marquée par la dépression et plusieurs événements troublants. Bienvenue dans la sombre histoire de Jim Carrey. There's no meaning to any of this, so I wanted to find the most meaningless thing that I could come to and join, and here I am. They're celebrating. I mean, you got to admit it's completely meaningless. Well, they say they're celebrating icons inside. Celebrating Do you believe icons, in boy, icons? that is just the absolute lowest aiming, possibility that we could come up with. It's like icons. Do you believe in icons? Is that a gang sign? Have you, Oh, like you don't know what it is. You don't know what that is. I have no idea. Well, you don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. Hey, j'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et aujourd'hui je suis ravie d'enfin vous retrouver pour une sombre histoire. Ça commençait à faire un moment. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, normalement elle devait sortir la semaine dernière, mais j'ai eu quelques petits soucis de santé au niveau de la mâchoire etc, j'ai été sous antibio, bref, je ne suis toujours pas au top de ma forme à ce niveau là, donc si vous avez l'impression que mon visage il est pas comme d'habitude, franchement c'est possible. Aujourd'hui on s'attaque à la vie de Jim Carrey et croyez-moi il y a beaucoup de choses à dire. J'ai découvert tellement de choses en écrivant cette vidéo, j'étais vraiment choquée parce que je pensais quand même un peu connaître la vie de Jim Carrey étant donné que c'est l'un de mes acteurs préférés et en fait pas du tout. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira de découvrir la vie de Jim Carrey en long, en large et en travers. Et si c'est le cas et que vous appréciez ce contenu, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. J'ai l'impression de zozoter, c'est affreux. En laissant un petit pouce vers le haut et en vous abonnant à ma chaîne. Vous êtes plein à me regarder et à pas être abonné. Ça prend 2 secondes et ça remplit mon cœur de joie. Mais avant que la vidéo ne démarre, j'ai une petite offre exclusive pour vous, Typologie. C'est l'anniversaire de Typologie, faites leurs 5 ans, oh my god, je les vois grandir et tout, ça m'émeut. Je vous laisse avec Laoria qui fait sa petite night routine et qui vous montre son top 5 des produits Typologie. Et n'oubliez pas, à la fin, il y a une offre. On est parti pour ma routine Typologie avec mes 5 produits préférés. Voici ma peau avant, elle manque un petit peu d'éclat et j'ai un petit bouton au milieu de la joue, mais sinon, à force de faire cette routine, j'ai vraiment une peau toute douce et ça commence évidemment par ce gommage visage à l'huile de rose musquée. Je l'aime tellement. On est dans mon top 5 donc forcément je vais dire que chaque produit est mon produit préféré, mais je crois que c'est mon produit préféré. Déjà l'odeur est incroyable, c'est vraiment une expérience sensorielle qui fait du bien le soir, je vous jure, j'adore trop. Voici à quoi ressemble le gommage une fois qu'il est émulsionné avec un peu d'eau. Je sais pas pourquoi je fais toujours ce geste pour dire je vais rincer, voilà, si vous me voyez faire ça, ça veut dire je vais aller le rincer. Ça me laisse la peau tellement douce, enfin vraiment vous devez tester ce gommage. Ensuite je passe à la phase masque avec le masque contour des yeux lissant, collagène végétal 1% et acide polyglutamique, ça c'est un sacré nom, avec les patchs réutilisables. J'utilise ce combo au moins une fois par semaine et ça me fait vraiment du bien. Alors moi je suis très cernée, la couleur reste présente parce que c'est génétique. Par contre mes ridules sont pas très prononcées et je pense que ce genre de produit aide. Et sur le reste de mon visage je vais appliquer un masque que j'ai poncé, c'est le masque éclat à l'argile jaune et au curcuma bio. Ce masque là je l'utilise vraiment quand j'ai le teint terne et que j'ai besoin de lumière, que j'ai besoin d'éclat, genre avant de filmer une vidéo par exemple. Vous le verrez dans le reste de la vidéo d'ailleurs, mon teint est très beau, certes j'ai un fond de teint, mais un fond de teint rend toujours mieux sur une peau dont on prend soin. Vraiment trop de swag en moi, je laisse poser tout ça pendant 10 minutes et comme vous pouvez le voir, le reste de masque yeux qu'il me restait, eh bien je le fais pénétrer sur mes cernes. Ensuite, je passe au sérum niacinamide 12%, ça pareil, c'est un de mes produits préférés. On a compris Auria, c'est ton top 5 Typologie, forcément. Je mets 2-3 gouttes sur mes mains, je viens faire chauffer la matière et ensuite j'applique ça sur mon visage. Et lui, je l'utilise pour diminuer les petits boutons par-ci par-là et surtout pour atténuer mes taches pigmentaires parce que j'en ai quand même pas mal.
Le dernier produit, c'est la crème visage à l'acide hyaluronique 1% et au beurre de karité. Oh, je l'adore cette crème, non mais elle est incroyable, je vous jure. Quand je veux vraiment une peau de bébé le lendemain matin, eh bien je l'applique le soir avant d'aller me coucher et oh my god! L'offre exclusive du jour, c'est que si vous craquez pour l'un de ces produits, essayez le gommage. Eh bien le sérum niacinamide 12% en 15 ml vous sera offert dès 45 € d'achat sur le site et ce pendant une semaine. Bon anniversaire Typologie! C'est tout pour cette petite page de pub et maintenant que les courageux que vous êtes confortablement installés dans le noir, c'est parti. Aujourd'hui, on est sur 3 trigger warnings, on va parler de maladie mentale, de maltraitance et aussi de drogue. James Eugene Carey, plus connu sous le nom de Jim Carrey, est né au Canada à Newmarket, dans l'Ontario, le 17 janvier 1962. Kathleen, sa maman, est une chanteuse et une femme au foyer, et son père Percy est musicien, mais surtout comptable. Il fallait bien payer les factures. Ensemble, le couple a 4 enfants et Jim est le petit dernier de la fratrie. Depuis son plus jeune âge, Jim est un enfant très créatif, expressif, mais c'est l'état de sa maman pendant son enfance qui fera de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. En effet, sa mère n'a pas une santé mentale de tout repos, elle est addicte aux antidouleurs et hypocondriaque. Et donc souvent, elle confie à ses enfants sentir qu'elle va mourir jeune, et puis elle pense avoir telle maladie et telle maladie. D'ailleurs, voici la définition de l'hypocondrie pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. L'hypocondrie, c'est l'inquiétude permanente concernant la santé, l'état et le fonctionnement de ses organes provoquée par un trouble psychique bénin, anxiété par exemple, ou grave, psychose par exemple. Et malheureusement, ça va créer pas mal d'angoisse chez Jim. Il se met alors en tête de la faire aller mieux en faisant le pitre. Il s'entraîne pendant des heures à faire des grimaces devant son miroir. Son but, c'est de guérir sa maman par le rire. Il finit par tellement aimer amuser la galerie que son professeur à l'école conclut avec lui un pacte. S'il se tient sage pendant les cours, Jim aura alors le droit à 5 minutes pour faire le show devant ses camarades. Il faut savoir que Jim Carrey a quand même eu un départ difficile. Ce n'est clairement pas un acteur qui vient d'une famille aisée, qui a des contacts, etc. Il part de rien. La famille Carrey, de base, n'a pas beaucoup de moyens, mais ça s'empire lorsque Percy perd son travail quand Jim n'a que 12 ans. Les Carrey perdent alors leur foyer, leur maison. Afin de subvenir aux besoins des siens, Percy devient agent de sécurité et Jim commence à trouver ça un peu injuste. Il devient un ado en colère contre le monde entier parce qu'il voit ses parents galérer. Il me semble même qu'à un moment donné, ils vivent tous ensemble dans un camping-car. Alors qu'il est âgé de seulement 15 ans, Jim commence à se produire dans le club Yuk Yuk's Club, c'est dur à dire, hein, toujours au Canada, pour gagner de l'argent et aider un peu sa famille. Seulement, le public n'adhère pas du tout à son humour et le hue. Néanmoins, et vous allez vite le comprendre, la plus grande force de Jim Carrey, c'est sa famille. Ses parents croient en lui, l'encouragent, ils savent avant le monde entier à quel point Jim est talentueux. Et ils n'en démordront pas. Ensuite, Percy accepte un travail de comptable dans une usine de pneus, Titan Wheels, et toute la famille déménage et pose ses valises dans la ville de Burlington. C'est toujours au Canada. Jim va alors décider d'arrêter ses études pour rejoindre son père avec son frère à l'usine. Et toujours dans le but de faire rentrer de l'argent, les deux frères deviennent concierges et gardiens de sécurité. Mais son père, Percy, encore une fois, il croit en Jim et il le pousse tout de même à continuer à se produire dans les clubs. Malgré le fait que lors de sa dernière tentative, il s'est fait huer, il ne se démonte pas et avec les encouragements de sa famille, il retente l'expérience en 1979. Cette fois-ci, ça prend et il commence à trouver son public à Toronto alors qu'il n'a que 17 ans. Et il commence même à gagner un peu d'argent avec ses stand-up. Il prend un peu plus confiance en lui et puis quand il a 19 ans, il décide de tenter sa chance dans des clubs aux États-Unis. Et là, le comédien et humoriste Rodney Dangerfield, ça doit pas être comme ça qu'on le dit, mais c'est pas grave, ce monsieur le repère un soir et il lui propose alors de faire la première partie de sa tournée. En 1981, il joue dans le téléfilm Rubberface, diffusé sur CBC, et c'est l'histoire d'un humoriste qui galère un peu dans sa carrière, un rôle qu'il pouvait tout à fait comprendre. Grâce à ça, il gagne un peu en popularité et déménage officiellement à Los Angeles en 1983 avec seulement 1000 $ en poche. À côté, il continue à tenter sa chance un peu partout. Il se produit dans le Comedy Store à West Hollywood et il tente même une audition pour SNL, le Saturday Night Live, mais il n'est pas retenu.
Ses parodies le font de plus en plus connaître, mais on n'est pas non plus sur une star nationale. Son succès n'est absolument pas garanti, il s'est fait un nom dans sa région natale au Canada, mais aux États-Unis, c'est un autre délire. Et lors d'une scène ouverte, un jour, le public lui jette des chaises dessus. Il rentre chez lui en pleurant et il est vraiment à ça d'abandonner. Mais comme quoi, dans la vie, il faut vraiment jamais lâcher quand on a un rêve. Je sais, c'est un peu cucul à praline, mais je trouve que Jim Carrey en est le parfait exemple, il n'a jamais lâché. Il décroche ensuite le rôle principal dans la sitcom The Duck Factory, diffusée sur la NBC, et en novembre 1983, il fait un numéro impressionniste dans The Tonight Show. On voit que petit à petit, il lâche un peu les parodies, etc. sur la scène et aime de plus en plus le petit écran. Vu qu'il commence à gagner un peu d'argent, les parents de Jim Carrey le rejoignent à Los Angeles, mais repartent après l'arrêt de la sitcom The Duck Factory fin juillet 1984. Nouveau coup de massue, forcément. Il a quand même fait venir ses parents qui maintenant doivent repartir. Il pensait avoir trouvé un emploi stable. Finalement, la sitcom est annulée. Il traverse une période vraiment pas facile, voire une dépression, et j'avoue que je ne sais pas où il a trouvé la force de continuer comme ça. C'est assez admirable quand on sait où il en est aujourd'hui. En 1984, il joue dans le film Cache Cache, un film pas très bien compris et pas très bien reçu, et en 85, il joue dans une comédie d'horreur, Once Bitten, un film de vampire. Écoutez, il faut bien commencer quelque part. Et sa vie amoureuse alors? Il en est où le petit Jim? Parce qu'on n'en a pas encore parlé. Le 28 mars 1987, il épouse Melissa, qu'il a rencontrée dans le club Comedy Store, où lui se produisait et où elle était serveuse. Et puis, peu de temps après le mariage, ils ont une fille, Jane Erin Carrey, née le 6 septembre 1987. Si je ne suis pas trop nulle en maths, je pense que quand ils se sont mariés, le bébé était déjà dans le bidou. Ce couple se forme avant le succès de Jim Carrey et sa femme Melissa le soutient coûte que coûte. Pendant que lui se produit dans des clubs, elle essaye de faire bouillir la marmite en ayant plusieurs jobs en même temps. Respect. Entre 1990 et 1994, il apparaît régulièrement dans le show In Living Colors, diffusé sur la Fox. En gros, c'est une émission où il diffuse plein de sketchs. Et en 1991, Caitlin, sa maman, décède et c'est très difficile pour Jim. L'année suivante, il s'essaye au drame en 1992 dans un téléfilm diffusé sur la Fox et ça montre aux gens qui fait pas juste des parodies, qui fait pas juste des grimaces et qui a un talent assez multifacette. Et puis arrive l'année 1994. 94, c'est son année. Il est choisi pour avoir le rôle principal dans le film Ace Ventura. Et de prime abord, c'est pas un film sur lequel on aurait pu parier pour réellement faire décoller sa carrière. Et pourtant, son personnage devient incontournable, surtout pour les ados à l'époque. Et puis lui, personnellement, il s'est beaucoup impliqué dans le film jusqu'à également devenir réalisateur. Avec un budget de 15 millions de dollars en production, ce qui est déjà pas dégueu, le film rapporte 107,2 millions de dollars. Et puis, un succès mondial, ça suffit pas. Donc, la même année, il obtient à nouveau le rôle principal d'un de mes films d'enfance préférés, si ce n'est mon préféré. Dans ce film, il y a tout, qu'on soit enfant, ado, adulte, on ne peut pas ne pas rire. Si vous ne riez pas, je ne comprends pas. Et petit fun fact, de base, c'était écrit comme un film d'horreur, mais vu le talent de Jim pour la comédie, eh bien, ce film est devenu une comédie. Et j'espère que vous avez compris que je parlais de The Mask. Mais quel film quand même! Budget initial pour la production, entre 18 et 23 millions de dollars. Budget rapporté, 351 millions de dollars. La machine est lancée et Jim Carrey est pour la première fois de sa carrière nominé aux Golden Globes, catégorie meilleur acteur. Et puis en fait, deux succès mondiaux, ça suffit toujours pas. Donc toujours en 1994, il a une troisième fois le rôle principal d'un film, Dumb and Dumber. On connaît les calculs, budget de départ 17 millions de dollars, budget rapporté 247,3 millions de dollars. Grâce à sa nomination aux Golden Globes et ses 3 succès sur une seule année, Jim Carrey devient enfin un acteur pris au sérieux
et respecté. Malheureusement, et ça j'ai l'impression que c'est le cas dans la vie de beaucoup de célébrités, quand ça va dans le perso, ça va pas dans le pro, et puis quand ça va dans le pro, ça va pas dans le perso. Son père, cette même année, en 1994, meurt, mais dans son malheur, Jim est quand même heureux que Percy l'ait vu réussir avant de mourir. Il a vu le talent de son fils être découvert et apprécié dans le monde entier avant de partir, lui qui était son premier fan. Il a vu tous les efforts de la famille Carré récompensés, c'est triste mais en même temps c'est beau. Évidemment, cet événement va impacter le moral de Jim, qui respectait et admirait son père plus que tout. Il gagne le succès, mais il perd son père. À quoi bon? Et pour couronner le tout, mais pas dans le bon sens, 1994, c'est aussi l'année de son divorce. Avec Melissa, il se sépare et pas en très bons termes. Il y a des rumeurs de tromperie sur le tournage de Dumb and Dumber. Jim aurait une liaison avec une actrice rencontrée sur le tournage, Lauren Holly. Et il paraît que Jim Carrey a mis fin à son mariage avec Melissa par téléphone. Pas très classe. Pendant le divorce, les deux se battent un peu pour l'argent gagné par Jim grâce à The Mask, donc niveau personnel, relationnel, c'est pas fou. Pour en finir avec 1994, qui je vous l'ai dit était une année très chargée, c'est également l'année du sketch très connu qu'il joue aux côtés de Will Ferrell et Chris Kattan sur la chanson What is Love dans SNL. Enfin, depuis le temps qu'il attendait de pouvoir y jouer, j'ai pas non plus tout retracé, mais je crois qu'il a postulé 3 fois pour apparaître dans le SNL, donc enfin quoi. Cette vidéo, j'espère que vous la connaissez quand même cette vidéo, sinon je vous la mettrai dans la barre d'infos, elle est iconique. Et d'ailleurs j'ai lu que ce sketch avait participé un peu à la popularité de cette chanson. Ce qui est fou. En 1995, Jim joue dans Batman Forever, puis dans la suite de Ace Ventura. En 1996, il est l'acteur le mieux payé au monde, puisqu'il devient même le premier acteur à toucher 20 millions de dollars pour un film, et ce film, c'est disjoncté. On est bien loin désormais de l'ado qui vivait dans un camping-car. Il est également nominé, alors moi je sais jamais si on dit nominé ou nommé, parce que nominé c'est quand t'es dans les pressentis, et après nommé c'est quand t'as gagné le prix, non? Bon, vous me direz dans les commentaires, je n'ai jamais su. Donc il est nominé pour la 2e fois aux Golden Globes pour le meilleur acteur grâce au film Menteur, Menteur. Mais toujours pas de victoire. Et ce film l'a quand même laissé pas mal exténué, il est très bien reçu par les critiques et par le public, mais Jim Carrey, il commence à se mettre énormément la pression pour faire rire. Son but premier, ça a toujours été de faire rire, donc là il veut absolument faire rire le plus possible, et en ce sens, ce tournage l'a bien fatigué. Cette même année, Jim Carrey célèbre son 2e mariage, cette fois-ci avec Lauren Holly. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est la fameuse actrice avec qui il aurait trompé sa première femme. Le couple reste marié 9 mois, mais finit par se séparer, un peu à cause de la pression médiatique. Pour eux, il y avait trop de paparazzi, trop de photographes, trop d'articles sur eux, et sous cette pression, leur relation n'a pas tenu. Et comme je viens juste de vous le dire, à cette période, Jim, il veut à tout prix faire rire, être reconnu dans le domaine qu'est la comédie, mais ça l'épuise. De ce fait, il change complètement de stratégie en acceptant l'un de ses meilleurs rôles, à mes yeux, un premier rôle dramatique dans The Truman Show en 1998. Je vais pas vous raconter le pitch du film, j'ai pas envie de vous spoiler, mais regardez ce film après cette vidéo, n'hésitez pas à vous faire, on est dimanche en plus, des films de Jim Carrey, et surtout le Truman Show qui est excellent, il est incroyable, bref, vous avez compris que je l'adorais. À savoir d'ailleurs que Jim Carrey est un acteur qui improvise beaucoup, et quelques scènes dans le Truman Show ne sont pas scriptées et tout de même gardées au montage. Il laisse un petit peu sa touche. Le film est très bien reçu par le public, par les critiques, et grâce à ce rôle, c'est enfin la consécration. En 1999, il remporte le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique. The winner is Jim Carrey. It's going to be so hard to talk out of my ass after this. But I'll manage. I'll manage. I'd like to thank my family, especially my beautiful daughter Jane, my mother and father,
On est toujours en 1999 et il incarne Andy Kaufman dans Man of the Moon. Et ce rôle, il lui laissera quelques séquelles. En 2017, j'allais dire oh, c'était il y a pas si longtemps, mais bon si, ça commence à dater un petit peu, Netflix sort un documentaire illustré par plein d'images d'archives. Des images filmées pendant le tournage du film et gardées secrètes dans le bureau de Jim Carrey pendant presque 20 ans. Dans Jim et Andy, on apprend alors que Jim Carrey est littéralement devenu Andy Kaufman, même quand les caméras ne tournaient pas. Pour la culture générale, Andy Kaufman, c'était un artiste comique qui, lui-même, méprisait un peu les humoristes. Lui, il divertissait plus qu'il ne racontait des blagues, en gros. Et afin de jouer le mieux possible ce rôle, Jim Carrey, il a tout bonnement mis Jim Carrey de côté. Et ça, pendant des mois. Andy, you have to give me a chance to make a movie. I don't need to make a movie. I don't need to make a movie. I was thinking, how far should I take this? Sound check. Sound check. It's working. How far would Andy take it? Malheureusement, cette technique, déjà, elle a rendu le tournage compliqué pour tout le monde, pour toutes les équipes, et puis lui, il s'est un peu retrouvé coincé dans ce rôle, même après la fin du tournage. Et ça lui a valu de plonger encore un peu plus dans un état dépressif. Vous le verrez, la dépression, ça prend une grande place dans la vie de Jim Carrey, mais j'ai pas fait un chapitre dépression parce que ça monte vraiment crescendo tout au long de sa vie. J'ai l'impression qu'il est dépressif un peu depuis l'adolescence et que plus les événements tristes lui tombent dessus, plus il plonge dans cette dépression. Sur ce film, sa performance, elle est accueillie de façon mitigée. En gros, certains pensent que c'est du génie et d'autres pensent qu'il en fait beaucoup trop. Il gagne tout de même son second Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie. En 2000, on le retrouve à nouveau dans une comédie, Fou d'Irène, et il joue aux côtés de Renée, attention je vais pas savoir dire son nom, Zellweger, elle, qui l'avait aperçue sur une photo. Quand il l'a vue, il a dit « moi je joue ce film avec elle ou avec personne d'autre ». Les deux acteurs tombent alors amoureux et entament une relation qu'il qualifiera plus tard comme étant l'une des plus saines de sa vie. Je crois qu'il dit un peu que c'était l'amour de sa vie. Jim et Renée se fiancent et Jim offre à sa petite amie une bague à 60 000 $. Encore une fois, ça y est, on est très loin de la vie dans le camping-car. Ils emménagent évidemment ensemble, mais un an plus tard, ils se séparent. En fait, malgré leur fiançailles, le mariage n'arrive pas. Renée, elle a la bague, mais pas de mariage, et elle en a simplement eu marre d'attendre un peu pour rien. Après cette rupture, il a quelques relations qui ne durent pas. Du coup, on va pas trop s'attarder dessus parce que ce n'est pas le plus intéressant à mes yeux. En tout cas, pour cette période. Il accepte ensuite un rôle fait pour lui. Si je vous dis déguisement, grimace à gogo, Noël... The Grinch! The Grinch. Énorme succès pour ce film de Noël que j'avoue, je n'ai jamais vu. En 2001, il joue dans le film The Majestic, un drame romantique pas très bien reçu, ni par le public, ni par la critique. Et puis en 2003, il incarne Bruce dans Bruce Tout-Puissant, aux côtés de Jennifer Aniston et Morgan Freeman. Ça aussi, c'est un peu un de mes films d'enfance, j'avoue, je l'aime tellement. Regardez-le ce soir, vous allez rigoler. Bon, après, peut-être que je n'ai pas très bon goût parce que la critique n'accueille pas forcément très bien le film, mais au box-office, c'est un succès mondial. Le public a adoré cette comédie, qui s'avère hyper rentable puisqu'il rapporte 484 millions de $. En 2004, il accepte un rôle dans un drame qui est vraiment à mes yeux l'un de ses meilleurs rôles, alors qu'il se remet difficilement de sa vie amoureuse très bancale à cette période. Sa tristesse lui sert à merveilleusement bien donner la réplique à Kate Winslet dans The Eternal Sunshine of Spotless Mind. Je l'ai trop mal dit. Dans The Eternal... Déjà que d'habitude mon accent il est horrible, mais là j'ai vraiment mal à la mâchoire les gars, vous avez compris. On rigole, mais franchement c'est bien triste comme film, et même si la performance de tout le casting est excellente, ne regardez pas ce film si vous êtes en cours de rupture, pas remis d'une rupture, ou c'est compliqué dans votre vie amoureuse, s'il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier, tout ça, franchement... je vous le conseille pas. Sa performance est à nouveau saluée par la critique et par le public. Il est nominé aux Golden Globes mais il n'a pas reçu le prix cette fois-ci. J'avoue que je comprends pas trop pourquoi, mais bref. Et puis ensuite, toujours en 2004, Jim Carrey remet un costume pour jouer dans Les Aventures des Orphelins Baudelaire, une
performance plutôt bien reçue, même si beaucoup commencent à penser qu'il devient sa propre caricature, qu'il en fait trop et que ça devient un peu ringard. Alors même s'il y a déjà eu quelques événements quand même tristes, un départ difficile, là vous allez me dire mais elle est où la sombre histoire? Je pose les bases, on voit vraiment toute sa vie ensemble, comme ça après vous comprendrez mieux le mood de la fin de la vidéo. Il faut vraiment avoir tous les éléments de A à Z. Mais on y vient, c'est bientôt le prochain chapitre. Côté amour, Jim Carrey entame une relation avec Jenny McCarthy à la fin de l'année 2005. Les deux acteurs ont tous les deux des enfants, ils forment donc une famille un peu recomposée, très heureuse. Ils finissent par se séparer en avril 2010 parce que Jenny McCarthy, dans la presse, elle ne fait clairement pas l'unanimité. Il y a pas mal de drama autour d'elle parce qu'elle est militante anti-vaccin. Et ça lui vaut pas mal de critiques. Côté santé mentale, eh bien la dépression est toujours là et Jim continue à se battre. En 2007, on découvre Jim dans un thriller, Le Nombre 23. Personnellement, il me semble, alors c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps, mais il me semble que je l'avais bien aimé, mais les gens, vous le savez sûrement, ne sont jamais contents. Quand Jim est dans une comédie, ils veulent le voir jouer des rôles plus sérieux. Et puis quand il s'essaye au drame ou au thriller, ils veulent le voir faire des grimaces. Le Nombre 23 est donc très mal accueilli, et cela lui vaut même une nomination au Razzie Award du pire acteur. Sympa. Il enchaîne ensuite en 2008 avec la comédie Yes Man, où il se casse d'ailleurs plusieurs côtes parce qu'il se donne beaucoup, comme toujours lors de ses tournages, et qu'il a souhaité faire certaines de ses cascades lui-même. Il apparaît également dans des films d'animation, comme Le Drôle de Noël de Scrooge, ou Monsieur Popper et ses pingouins en 2011. Petit retour en arrière, toujours en 2009, il déçoit à nouveau son public en choisissant de jouer dans le film I Love You, Philip Morris. Et il ne déçoit pas par son jeu, etc. Non. Il déçoit parce qu'il joue un homme homosexuel. Voilà. Ah, le public américain, quel bonheur. À partir de là, ce n'est pas que sa carrière se casse la figure, mais c'est qu'on sent qu'il ne sait plus où il veut aller. Je pense qu'il ne comprend pas trop où les gens veulent le voir, et de ce fait, il ne sait pas trop où il veut être. En mars 2012, il entame une relation avec Catriona White, de 23 ans, sa cadette, qui est une maquilleuse pas très célèbre par rapport à lui. Les deux se sont rencontrés sur un tournage. Elle travaillait aux États-Unis de manière illégale, sans permis de travail, parce qu'elle est originaire d'Irlande. Ils se voyaient donc de manière secrète, jamais trop à la vue des autres, plutôt enfermés dans des chambres d'hôtel. Et ce ne sont pas des conditions pour qu'une relation amoureuse s'épanouisse sainement. De plus, cette même année, le père de Catriona meurt, et ça, elle le vit très mal, ce qui peut se comprendre. Ils se séparent en 2013, lui il continue sa vie, il joue dans l'incroyable Burt Wonderstone et Kick-Ass 2 en 2013, et elle se marie avec Mark Burton. Très certainement il paraît pour obtenir la citoyenneté américaine. En 2014, il joue dans Dumb and Dumber 2, la suite d'un des premiers films avec lequel il a connu le succès mondial, alors qu'il s'était quand même promis de ne jamais tourner les suites de ses films. C'était un peu l'un de ses principes, mais il le fait quand même. Soit c'est par nostalgie, soit c'est pour tenter de s'accrocher à son succès 20 ans plus tard. Il redate ensuite Catriona en 2014, alors qu'elle est toujours mariée mais en cours de séparation. Et Catriona, c'était une femme qui n'avait pas non plus une santé mentale au top quand ils se sont rencontrés. Mais apparemment, là, elle va mieux parce qu'elle entre dans la scientologie. La scientologie, j'avoue, je me suis pas trop penchée sur ce sujet. Il me semble que c'est quand même considéré comme une secte, mais je vous mettrai peut-être une annotation ici pour pas trop dire de bêtises. Donc elle suit des cours intensifs de survie et de purification à base de sauna, etc. pour éliminer toutes les toxines de son corps. Bon. Le couple a été vu ensemble une dernière fois à la galerie Kane Griffin Corcoran le 10 septembre, et 2 semaines plus tard, c'est la rupture. Le 24 septembre 2015, alors parfois je trouve 24, parfois je trouve 28, c'est quand même assez flou, Catriona est retrouvée morte dans sa maison de Sherman Oaks en Californie. Âgée de seulement 30 ans, elle succombe à une overdose du mélange d'un puissant somnifère, de propanolol, un médicament contre l'anxiété, et de Percocet, un antidouleur opiacé. Et c'est sûrement un suicide. Jim Carrey paye les funérailles et il y est présent. Il porte même son cercueil, paraissant abattu. Mais ça ne serait pas une sombre histoire s'il n'y avait pas plusieurs zones d'ombre entourant la mort de Catriona. Le légiste, Ed Winter, confirme qu'à côté de son corps, il y avait des pilules, 3 boîtes portant le nom de Arthur King. Et Arthur King, ce serait un nom d'emprunt utilisé
par Jim Carrey. Et là commence un combat judiciaire. Pour la famille de Catriona et pour son mari, Mark Burton, Jim Carrey a fourni lui-même les pilules qui ont causé la mort de Catriona. Et surtout, si elle en est arrivée là, c'est à cause de lui et de son emprise. Il porte plainte contre Jim Carrey. Lors de l'enquête, on retrouve des notes du psychologue de Catriona qui déclare qu'elle a très peur de Jim et de son tempérament, mais qu'elle veut le sauver et l'aider. Jim Carrey déclare plus tard « Il faut se lever et défendre son honneur contre le mal dans ce monde. Je ne tolérerai pas cette cruelle tentative de manipulation contre moi ou la femme que j'ai aimée. Les problèmes de Catriona remontent bien avant notre rencontre et malheureusement, sa fin tragique était au-delà de tout contrôle. J'espère qu'un jour prochain, on arrêtera d'essayer de tirer profit de ça et qu'on la laissera en paix. » Son avocat, Marty Singer, a déclaré que ces accusations étaient inventées dans le but d'extorquer de l'argent à Jim Carrey. Mais vous vous doutez que la famille de Catriona White n'accuse pas Jim Carrey sans véritable preuve. Tout d'abord, Catriona, avant de mourir, elle a laissé une lettre d'adieu à Jim. Et en voici un extrait. « J'ai passé 3 jours incrédule, tu n'es pas ici. Je pourrais continuer avec un cœur brisé et tenter de recoller les morceaux. Je pourrais. Je n'ai simplement pas la volonté cette fois-ci. Je suis désolée que tu n'aies pas ressenti que j'étais là pour toi. J'ai essayé de te donner la meilleure partie de moi. Je ne sais vraiment pas ce qu'il faut faire pour l'enterrement ou ce genre de choses. Tu es ma famille, donc tout ce que tu choisiras sera très bien. Jim, je t'aime, s'il te plaît, pardonne-moi, je ne suis pas faite pour ce monde. » Pour le moment, c'est sûr que ce n'est pas très accablant, même si on comprend que la rupture l'a énormément affecté. Mais il n'y a pas que ça. Et là, on arrive vraiment sur le côté très sombre de Jim Carrey, qui personnellement, moi, m'a choqué et m'a peut-être même fait l'aimer un peu moins. En effet, une note dans l'iPad de Catriona, écrite le 8 avril 2013, a été retrouvée et dévoilée par le Daily Mail. « Je ne veux plus qu'on me manque de respect comme tu l'as fait. Avant toi, je n'avais peut-être pas grand-chose, mais j'étais respectée, j'étais heureuse, j'avais une vie que j'aimais, j'avais confiance en moi, je me sentais bien dans ma peau et j'étais fière de la plupart des décisions que j'avais prises dans ma vie. Puis je t'ai rencontré. Et tu m'as amené à connaître la cocaïne, les prostituées, le harcèlement moral et les maladies. Tu as parfois été bon pour moi, mais être avec toi m'a brisé en tant que personne, Jim. On m'avait promis Dr. Jekyll et j'ai eu Mr. Hyde. » Et cette note, elle est très claire. Pour moi, il y a clairement eu une relation d'emprise. Catriona accuse Jim de l'avoir initié à la drogue, aux prostituées et aussi de lui avoir fait attraper des maladies sexuellement transmissibles. Tu parles d'une relation saine. Et je vous l'ai dit, du coup, ça a été un véritable combat judiciaire. Il y a eu des plaintes, des contre-plaintes, des enquêtes et la conclusion met Jim Carrey hors de cause. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de procès. Alors, j'ai pas vraiment compris comment ça s'est passé et comment ça se passe dans ces cas-là aux États-Unis. J'ai l'impression que ça s'est réglé un petit peu en interne. En tout cas, pas de procès, pas de condamnation, et puis apparemment, les médicaments auraient été prescrits à Catriona par un médecin. Bon, lors de cette affaire, on découvre quand même que Jim Carrey aurait payé quelques-unes de ses ex-connues, dont Jenny McCarthy et Melissa, sa première femme, pour qu'elle reste silencieuse à propos de leur relation. Que cherchait-il à cacher ? On ne le saura sûrement jamais. Alors ça, c'est purement personnel, à vous de décider s'il a sa part de responsabilité ou pas là-dedans. Ici, on croit les victimes, alors c'est sûr que légalement, il n'a pas été condamné, judiciairement, il s'est rien passé, mais cette jeune femme, elle est quand même décédée, et même si elle avait ses propres problèmes de santé mentale à côté de ça, je pense que sa relation avec Jim Carrey n'a clairement pas aidé. Il était bien plus âgé qu'elle, il était mondialement connu, il était millionnaire, il avait forcément une emprise sur elle, et tout ça, je ne le savais pas. J'avoue que découvrir tout ça, ça m'a un peu refroidi. Franchement, déçu. Voilà. Ça n'enlève pas que ces événements l'ont plongé encore un peu plus dans la dépression et Jim Carrey finit par s'isoler complètement. On ne le voit plus dans les médias. En 2017, il réapparaît après quelques années de disparition et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette apparition est vivement commentée, décrite comme très étrange. There's no meaning to any of this, so I wanted to find the most meaningless thing that I could come to and join. And here I am. They're I celebrating. mean, you got to admit it's completely meaningless. Well, they say they're celebrating icons inside. Celebrating Do you believe icons, in boy, icons? that is just the absolute lowest aiming, possibility that we could come up with. It's like icons.
do you believe in icons? On sent qu'il a clairement la haine de cette industrie et de la vie aussi. Dans sa maison, Jim Carrey se met à peindre, il est toujours dans la création, de toute façon il est hyper créatif depuis son plus jeune âge, donc c'est absolument pas étonnant, mais il ne joue plus du tout, désormais son truc à lui, c'est la peinture. Et plus particulièrement les caricatures politiques qu'il poste sur ses réseaux sociaux, il se montre assez engagé, surtout contre la politique de Donald Trump à l'époque. En 2018, il déclare « Faire ces caricatures n'est pas un choix, je le fais parce que je ne peux pas me contenter de regarder ce cauchemar se dérouler. Je pense qu'une Amérique radicalisée est une menace pour chacun de nous. Quand un fou prend le volant d'un bus chargé de passagers innocents et menace de le conduire dans un gouffre, ça a tendance à accaparer toute l'attention. » Il milite également contre les armes à feu aux États-Unis et comme je vous l'ai dit, il est anti-vaccin, en tout cas tel qu'on les connaît. Lui, il aimerait que les compositions soient plus saines en gros, et il déclare même que les vaccins augmenteraient les probabilités d'être autiste. À la fin du mandat de Trump, il se retire du monde des caricatures. En 2018, il retrouve Michel Gondry, le scénariste d'Eternal Sunshine of Spotless... Je vais pas y arriver, hein. Et ce scénariste, il devient producteur pour la série Kidding. Ce duo artistique fonctionne bien, la série est bien reçue. Je ne l'ai pas vue personnellement, mais j'ai regardé la bande-annonce et c'est vrai que ça a l'air d'être une très belle série. Malheureusement, après 2 saisons, elle n'est pas renouvelée et s'arrête. De janvier à octobre 2019, il est en couple avec l'actrice Ginger Gonzaga, mais Jim Carrey ne garde pas ses chéris très longtemps et donc ils finissent par se séparer. Pour en finir avec sa carrière, il joue le Dr Eggman dans le film Sonic en 2020 et Sonic 2 en 2022. Ça fonctionne, mais bon, je suis curieuse de savoir si vous avez vu ces films. À mes yeux, et c'est un avis personnel, ces films sont beaucoup trop commerciaux pour Jim Carrey. Et puis, en avril 2022, eh bien, il annonce faire une pause, une sorte de retraite. Il ne souhaite plus jouer ni au cinéma, ni ailleurs. Sauf si on lui propose vraiment le rôle, il pourrait reprendre, mais rien n'est moins sûr. Mais la fin de sa carrière ne signifie pas que c'est la fin de la vidéo. J'avais encore envie d'aborder avec vous un sujet concernant Jim Carrey et de vous raconter aussi quelques anecdotes. Je n'aurais pas pu faire cette sombre histoire sur Jim Carrey sans parler de son rapport à la spiritualité. Jim, c'est un homme très porté sur la spiritualité et ce depuis longtemps. Déjà, il manifeste beaucoup. Alors pour ceux qui ne sont pas très portés sur ces sujets, manifester, c'est genre envoyer des messages un peu à l'univers, lui dire je sais pas, dans 5 ans j'aurai cette voiture, dans 5 ans j'aurai cette voiture, dans 5 ans j'aurai cette voiture, envoyer des messages positifs. Là c'est très vulgarisé, hein. Vous irez un peu vous renseigner, c'est un peu envoyer des messages à l'univers pour qu'à un moment donné l'univers te le rende. Yeah, I would visualize, This is when you were broke and poor. You know, right, having directors interested in me and people that I respected saying, you know, I like your work or whatever that is, and I would visualize things coming to me that I wanted or whatever. This was in like 1987, 85, yeah. And did you write yourself a check? I heard that you did. Is that true? I wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years, or 3 years maybe, and I dated it Thanksgiving 1995. And I put it in my wallet, and I kept it there, and it deteriorated and stuff. But then, just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber, maybe. Dumb and Dumber, yeah. So you visualize yourself like... C'est fou quand même. Il médite également beaucoup et pour lui, l'argent et la célébrité ne font pas tout. Il cherche vraiment à être heureux de l'âme, si je puis dire, et pas seulement pour les apparences. C'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment quelque chose qui l'intéresse. Lui, ce qu'il veut, c'est être heureux. Et d'ailleurs, il a sorti l'une de ses citations qui est très connue. Je pense que tout le monde devrait être riche et célèbre et faire tout ce dont ils ont toujours rêvé pour qu'ils puissent voir que ce n'est pas la réponse. En parlant de spiritualité, même s'il n'y a pas vraiment de rapport, mais moi j'en vois quand même un, je voulais vous passer cet extrait d'interview, j'espère qu'avec les droits ça va passer, où il tacle, charrie un peu les Illuminati. Il sous-entend que le présentateur et lui-même en font partie. Alors est-ce que c'est juste pour rigoler ou est-ce qu'il y a vraiment un message? Ça, c'est à vous de décider. Right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy.
Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it, and it is the all-mocking tongue. Oh, I like it. It's the symbol of the all-mocking tongue. And I'm sick of it. I want everybody to be in on the joke, man. You know what I mean? For years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh and stuff like that, make you happy and docile so you don't know what's really going on. You know, and they get out there in the woods in a circle naked and they decide these things. And, you know, and you know, look at him trying to count it out. It's hilarious. J'ai également 3 petites anecdotes sur Jim Carrey, 2 que je ne connaissais pas du tout et une dont je vous ai déjà parlé. On va voir si vous êtes attentifs. Dites-moi d'ailleurs si vous les connaissiez dans les commentaires. J'ai un peu envie de savoir si je suis la seule inculte ici. La première anecdote dont je vous ai déjà parlé, elle est dans la vidéo sur le Stanley Hotel. Le Stanley Hotel, c'est un hôtel potentiellement hanté qui a inspiré Stephen King, l'auteur du roman Shining, qui a donné plus tard le film d'horreur The Shining. J'espère que vous le connaissez. Et l'anecdote, c'est que Jim Carrey a lui-même séjourné dans cet hôtel, dans la chambre 217, la même que celle qui a traumatisé Stephen King. Et vers 3h du matin, cette nuit-là, Jim Carrey repart un peu dans tous ses états et n'a jamais souhaité parler de ce qu'il avait vu ou vécu dans cette chambre. On n'en sait du coup pas beaucoup plus, mais partir comme ça précipitamment, bon, je pense que ça n'a pas dû être très rigolo. La deuxième anecdote, c'est sa correspondance avec Tupac. Tupac est un rappeur très connu, je pense que encore une fois vous le connaissez, et il a été emprisonné dans la prison de Dannemora en 1995, un an après le succès mondial de Jim Carrey. Et les deux hommes ont entretenu une correspondance pendant un moment. En fait, Jim souhaitait l'amuser et lui changer les idées, mais malheureusement on n'a jamais eu accès au contenu de ces lettres qui doivent en réalité aujourd'hui valoir de l'or parce que c'est quand même collector, une correspondance entre Jim Carrey et Tupac. Et la troisième anecdote, je la connaissais pas du tout alors que, purée, j'ai poncé cet album, donc vraiment, j'ai trop honte. J'espère que vous allez me dire que vous le saviez pas non plus. En fait, dans l'album Down FM de The Weeknd, sorti en janvier 2022, eh bien, on entend plusieurs fois Jim Carrey. On l'entend dans la chanson d'ouverture de l'album, Down FM, dans Out of Time, et également dans la chanson de clôture de l'album, Phantom Regret by Jim. Mais pourquoi j'ai jamais tilté? Qu'il a d'ailleurs écrite lui-même. En fait, les deux hommes sont devenus amis parce qu'ils vivaient dans la même rue. Sympa la rue, et Jim Carrey a entendu l'album au cours de sa création. Et il a été tellement hypé par le projet qu'il en a été inspiré et qu'il y a participé. Désolée, mais moi je suis sur les fesses, j'ai vraiment trop honte de ne pas... Mais pourquoi j'ai pas tilté avant? Bon bref... J'ai honte. Écoutez, encore une fois, vous me direz dans les commentaires si vous connaissiez ces anecdotes. Et puis comme on est à la fin de la vidéo, eh bien, n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce contenu. Que pensez-vous de la sombre histoire de Jim Carrey? Franchement, je suis vraiment hyper partagée sur son histoire. Je le trouve admirable parce qu'il a vraiment vécu l'American Dream en partant de rien et en devenant ce qu'il est devenu. Je trouve que c'est une histoire quand même qui est triste et sombre de par l'histoire qu'il a avec sa maman. Quand on sait pourquoi il a commencé à faire ces grimaces si iconiques, quand on connaît le fond et la raison, je trouve ça triste tout simplement. Le fait que la dépression ait un peu toujours fait partie de sa vie et qu'il se bat toujours et toujours contre cette maladie, mais c'est pas une fin en soi parce que il a fait une super carrière. Mais je vous avoue que cette histoire avec Catriona White, où je pense qu'on n'en saura pas plus parce que la justice a trancher sans trancher, ça ajoute quand même une tache sombre au tableau et à l'image que je me faisais de cet homme. Donc vraiment j'ai trop hâte de connaître votre avis sur Jim Carrey. Laissez-moi des commentaires parce que j'aime trop les lire, surtout qu'en ce moment c'est le ramadan, donc je suis pas mal éveillée la nuit. N'hésitez pas à me tenir compagnie, que ce soit dans les commentaires ou sur Instagram d'ailleurs. Si cette sombre histoire vous a plu, vous connaissez la chanson, on met le pouce en l'air pour l'algorithme surtout, et puis on s'abonne pour l'encouragement. Sur ce, nous on se dit au mois prochain pour une nouvelle Auroria.
Moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao.